Monsieur Émile Kern, bonjour. Bonjour. J'ai lu votre livre avec grand intérêt. La couverture est derrière moi. Il rend l'histoire vivante de l'Antiquité à nos jours aux éditions Soteca. Livre préfacé par l'immense Jean Tullard. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Donc j'ai lu votre livre avec intérêt. Euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé votre livre parce que déjà, vous allez au fond des choses. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis surtout, j'ai l'impression, moi, j'ai comme ça que je l'ai vécu en lisant votre livre, que j'ai lu d'une traite, mais vous allez répondre, c'est vous l'auteur. J'ai aussi eu le sentiment que c'était également un hommage à tous ces amateurs et passionnés d'histoire qui accomplissent un travail énorme et un travail souvent dont on ne se rend pas compte, sans rentrer dans le détail tout de suite, mais lorsqu'on va à une reconstitution ou un événement historique, qu'il y a des personnes en tenue, on n'imagine pas le travail, l'argent, le temps, l'investissement que c'est pour arriver à ce niveau d'exigence. Mais avant toute chose, Monsieur Émile Kern, il y a un concept que j'ai découvert dans votre livre dès les premières pages, c'est le concept d'histoire vivante. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Alors oui, l'histoire vivante, c'est un concept effectivement qui englobe plusieurs choses. C'est un concept qui nous vient un petit peu de Grande-Bretagne, du monde anglo-saxon, où on parle là-bas du living history. Donc l'histoire vivante regroupe, voilà pourquoi j'ai insisté pour parler souvent dans la définition d'histoire vivante. Car cette histoire vivante regroupe à la fois la reconstitution historique, c'est ce que l'on voit sur la couverture, hein, donc les grognards qui combattent à Waterloo ou qui défilent à Malmaison, comme cela va se faire bientôt. C'est la majorité des pratiquants. L'évocation historique, alors là, on est dans le domaine du spectacle. Donc, c'est ce qui se pratique à Castillon-la-Bataille, par exemple, dans le sud-ouest, souvent durant l'été, de grandes manifestations qui ont pour thème l'histoire, le Puy du Fou. Là, on est dans l'évocation historique. Et puis, l'archéologie expérimentale, où là, les pratiquants de la reconstitution historique sont suivis par des chercheurs, Éric Tessier, par exemple. Donc là, il y a un souci d'exactitude et l'histoire vivante sert la recherche. Alors que dans l'évocation, il s'agit de se faire plaisir. Dans tous les cas, comme vous le disiez en présentation, on a affaire à des passionnés qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur argent, hein, puisque forcément c'est un coût, mais comme toute passion, de toute façon, et qui s'engagent avec cet amour de l'histoire, avec cet amour du costume, cette envie de se retrouver pour incarner un personnage, pour participer à un événement, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que on parle souvent de l'exception culturelle française. Le concept d'histoire vivante, vous l'avez dit, est issu de Grande-Bretagne, mais cette manière de faire des reconstitutions, est-ce qu'elle est liée à notre pays ou au contraire? Alors, bien évidemment, vous donnez la réponse dans votre livre, mais l'idée, c'est de vous faire parler pour que les gens aient envie d'acheter votre livre. Est-ce qu'on retrouve ce même phénomène, allez-y, disons-le clairement, aux États-Unis, en Russie, en Australie, ou au contraire, c'est un phénomène typiquement français, voire européen? Alors, bon, comme je le disais en présentation, effectivement, les reconstitutions historiques se pratiquent sous forme d'évocation de spectacle dès l'Antiquité. Les nomachies organisées par Auguste qui reconstituent alors avec une vocation politique pour rappeler les victoires systématiquement Auguste à la bataille d'Actium qui reconstitue la bataille navale dans le Colisée. Napoléon qui en 1808 reconstitue plus ou moins fait reconstituer la victoire d'Iéna devant le roi de Prusse et l'empereur le tsar de Russie Alexandre Ier. Donc il y a une vocation politique. La guerre de sécession, la bataille de Gettysburg, qui est reconstituée rapidement par les vétérans de la bataille de Gettysburg et régulièrement durant les dates anniversaires. En présence d'ailleurs des présidents des États-Unis. On peut dire que la France fait de l'évocation durant l'entre-deux-guerres, mais après, il y a le pacifisme. Le pacifisme d'après la Première Guerre mondiale, qui fait que reconstituer des événements militaires, parce que la reconstitution touche surtout des événements militaires, même si on va en parler, on va glisser de plus en plus vers le civil de nos jours. On peut dire que c'est un phénomène quand même très anglo-saxon, avec des périodes bien précises. Les Britanniques, par exemple, durant les années 60-70, sont un petit peu les pionniers dans la reconstitution de l'époque médiévale. La bataille d'Hastings occupe une place très importante pour les Britanniques. En 1966, c'est la grande reconstitution de la bataille d'Hastings. Le marché, donc tous les médiévistes français s'inspirent systématiquement de l'Angleterre. Les Américains, la reconstitution de la guerre d'indépendance, de la guerre de sécession.
très importante. Et en France, on peut dire que les années 80. Hein, donc, les soviétiques, l'ancien bloc de l'Est, reconstituaient beaucoup les guerres napoléoniennes. Et puis, les années 80, et on peut dire que le décollage se fait à partir des années 1990 en France pour la période napoléonienne et donc pour les guerres du XXe siècle, Première et Seconde Guerre mondiale. Petit rappel historique, je vous cite, hein, c'est ce que vous dites. Alors, c'est un paragraphe qui est un peu long, mais je pense que c'est intéressant pour les futurs auditeurs. Vous nous dites en page 16, la reconstitution historique tire ses origines des manifestations destinées à célébrer des épisodes ou des victoires militaires du passé. Ses origines sont les jeux du cirque romain ou des combats entre gladiateurs avec des prisonniers capturés qui étaient mis en scène pour évoquer les guerres les plus anciennes, comme celle menée par Marius, 157-86 avant Jésus-Christ contre les Cimbres. Et ce que vous nous avez dit à l'instant, parmi les plus spectaculaires, les nomachie d'Auguste offrirent au public une évocation grandiose de la bataille navale d'Actium, 31 avant Jésus-Christ, avec la participation de 3000 combattants prélevés dans les troupes impériales. Absolument. Alors, quand on va à Nîmes, par exemple, on a des reconstitutions de la période romaine hein, dans les grands jeux romains organisés par Éric Tessier. Et il reprend un petit peu, ces grands jeux romains reprennent le passage au début du IIe siècle après Jésus-Christ de Marc Aurèle qui, venant de Bretagne, Angleterre, et allant en Espagne, à Tarragone, s'arrête à Nemosus, Nîmes, et organise des jeux. Et dans ces jeux, il y avait toujours deux parties, c'est ce que reprennent les grands jeux romains. Une partie où on avait des combats de gladiateurs et autres courses de chars, et une deuxième partie où les Romains, dans les arènes, reconstituaient une période de leur histoire. Et notamment, forcément, les pages de victoire des légions romaines sur le monde barbare ou sur les ennemis de l'époque. Toujours dans votre introduction, pour un peu bien présenter le sujet en termes de questions préliminaires, vous dites en fait, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus et que vous expliquiez que les réseaux sociaux ont fait beaucoup de bien à l'histoire vivante. Quel est le rapport en fait entre le positif des réseaux sociaux et l'histoire vivante, s'il vous plaît? Alors, ils font du bien dans le sens où, bien entendu, d'abord systématiquement, quasiment chaque association, chaque groupe a sa page Facebook et ce qui permet aux pratiquants, parce que dans une même association, Première Guerre mondiale par exemple, l'association va être basée majoritairement dans le nord de la France ou l'Est, mais on va avoir des membres de l'association, Poilu de la Marne par exemple, qui vont vivre en Aquitaine, qui vont vivre en Provence et qui, via les réseaux sociaux vont permettre de communiquer avec les membres, de communiquer des photos et donc de faire connaître les moments de reconstitution, les week-ends de reconstitution, de faire un débriefing. Et puis aussi, ça oblige, comme ces photos sont publiées sur les réseaux, cela oblige les pratiquants justement à respecter les tenues d'époque, à être le plus rigoureux possible pour se rapprocher de la reconstitution historique et pour s'éloigner de l'évocation historique. Donc oui, les réseaux sociaux font du bien dans le sens où justement, les uns les autres. Moi, par exemple, le week-end dernier, il y avait des reconstitutions historiques à Gravelotte, donc en Lorraine, sur le 18 août, la bataille de Gravelotte, sur un sujet sur lequel je travaille. Forcément, donc habitant au Pays Basque, Gravelotte, c'est quand même en Lorraine. Ça me donne quand même 8 à 9 heures de route pour y aller. Je ne pouvais pas y aller, mais j'ai suivi un petit peu toutes ces manifestations parce que le groupe, justement, sur la bataille de Gravelotte, le musée de la bataille de Gravelotte, a publié énormément de photos sur la reconstitution, ce qui m'a permis de communiquer avec les uns et les autres. Petite anecdote personnelle, Monsieur Kern, il y a quelques années, j'ai été allé à une manifestation napoléonienne à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise. Donc, il y avait un camp napoléonien et je me promenais dans le camp. Donc, il y avait des bivouacs, il y avait aussi des fameux civils, hein, on en reparlera tout à l'heure. Et à un moment donné, il y a un papa qui dit à son fils, hein, je me rappelle, ça m'avait marqué, il dit, écoute, tu vois, ce grognard napoléonien, il a un très beau déguisement. Et en fait, le reconstituteur avait été très choqué et déçu. Il s'était un petit peu, pas énervé, mais il était un peu remonté. Il a expliqué, non, c'est pas un déguisement, c'est une véritable tenue militaire, un véritable costume. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cet aspect de la volonté de précision historique qui colle vraiment à la reconstitution, d'une manière générale? Alors effectivement, là, on est dans un des grands combats des pratiquants de l'histoire vivante qui veulent essayer de convaincre le public que leur pratique est sérieuse.
que leur pratique est sérieuse. Le reconstituteur, hein, donc certains parlent de reconstituteur, d'autres de reconstituteurs, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie, ont à cœur de montrer que leur investissement, ils sont sérieux sans se prendre au sérieux. C'est souvent la définition qui revient, ce qu'ils disent systématiquement, c'est-à-dire que voilà, quand ils vont défiler à Malmaison, à Fontainebleau, à Castillon, bon, ben, voilà, ils ont endossé leur uniforme ou leur costume d'époque, hein, selon que l'on soit militaire ou civil. Ils font ça sérieusement, donc il n'y aura pas une montre au poignet. Alors, les tatouages viennent un petit peu contredire les choses, hein, forcément. Ils essaient de faire ça le plus sérieusement possible. Maintenant, il y a les évocateurs. Et les évocateurs, majoritairement dans le monde médiéval, ceux qui vont utiliser des tissus de synthétique, par exemple, qui ne sont pas des tissus d'époque. Si on est dans la période antique, on va utiliser du lin, on va utiliser du coton, par exemple. La soie, ça va être un peu plus compliqué quand même, hein, puisqu'il va falloir attendre le Moyen-Âge et encore parmi les élites pour avoir de la soie. Donc, tout ce qui est synthétique, forcément, est chassé. Et là, on en revient aux réseaux sociaux où, notamment dans le domaine féminin, les pratiquants n'hésitent pas à dénoncer ceux qui vont apparaître devant les caméras, devant les photos, dans de grandes manifestations avec des tissus qui ne sont pas d'époque, ou du matériel qui n'est pas d'époque et qui forcément va dévaloriser le monde de la reconstitution, lui enlever ce côté sérieux. Donc, pour un reconstituteur, parler d'enfants qui s'amusent à faire la guerre ou qui ne font pas ça sérieusement, forcément, c'est la pire des choses. Et surtout, ne pas parler ni de déguisement, ni d'amateurs, parce que pour eux, la reconstitution historique est quelque chose de sérieux. Donc, uniforme ou costume d'époque. À l'instant, vous avez évoqué un aspect sémantique entre reconstitueur et reconstituteur, et en disant que vous appartenez plutôt au deuxième clan, on va dire, enfin, deuxième appellation, vous reconnaissez plus. Quelle est la différence concrète entre ces deux termes? Alors, reconstituant, le premier terme qui, en France, hein, puisqu'on va parler de la sémantique française, Alain Pijard a été un des premiers d'ailleurs à introduire le terme de reconstitueur dans le dictionnaire à l'Académie française. On reconstitue l'histoire, on essaie de la refaire, forcément pas à l'identique, surtout s'agissant donc des combats. On ne peut pas reconstituer forcément des combats jusqu'à la mort. Reconstituteur parce qu'on fait de la reconstitution. Donc voilà, il y a deux écoles. Hein. Moi, pour avoir interviewé énormément de pratiquants de la reconstitution historique, voilà pourquoi moi-même, je bascule de plus en plus dans le terme de pratiquant. Donc, vous voyez, pour ne pas choquer, parce que c'est le mot systématiquement, la question que je pose systématiquement à la fin d'une interview, est-ce que vous êtes plutôt reconstitueur ou reconstituteur? Et on arrive quasiment à 50-50. On va dire que dans le sud de la France, tout le milieu méditerranéen serait plutôt dans la reconstitution, reconstituteur. Dans le reste de la France, on est dans reconstitueur. Bon, quoi qu'il en soit, la pire des choses. Ça change pas grand-chose, non? Enfin, le terme. Non, on reconstitue de l'histoire. On essaie de refaire. Alors, on essaie de refaire un événement, on essaie de refaire un personnage, on essaie de refaire un objet, parce que la reconstitution, c'est ça, essayer de refaire à partir de sources, en se rapprochant le plus que possible de la vérité historique. Mais voilà, donc reconstituteur, on reconstitue. Reconstitueur, voilà, il y a différentes écoles et ça, on n'en démord pas. Et quelquefois, dans une même association, je vais entendre les deux termes de la part des membres de l'association. Et le reconstitueur, il reconstitue lui aussi l'histoire. Je Oui, comprends pas. et le reconstituteur, il fait de la reconstitution. Et le reconstitueur, il fait quoi alors? Il reconstitue. Mais voilà, donc c'est un combat en fait qui n'a même pas lieu d'être. Alors, en lisant votre livre, j'ai appris énormément de choses, comme vous vous en doutez, donc je vous en remercie. Et c'est vrai que, étant passionné d'histoire et notamment d'histoire napoléonienne, donc j'ai assisté à beaucoup de reconstitutions et donc j'ai vu beaucoup de reconstituteurs. Et vous m'avez éclairé sur un point. C'était, par exemple, quand je vois des reconstitutions, bah, il y a des généraux, il y a des maréchaux, puis on se dit toujours, mais comment ça se fait que lui est maréchal ou comment ça se fait que lui est général? Et vous dites dans votre ouvrage que, en définitive, tout le monde peut s'acheter ou se faire confectionner un uniforme de général ou de maréchal pour rester sur la thématique de l'Empire, parce que je vois un beau buste de Napoléon derrière. Et en fait, pourtant, ça ne se passe pas comme ça. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer le fonctionnement à l'intérieur d'un groupe de reconstituteurs? Comment ça se fait qu'on passe de simples soldats à officiers, puis après général, voire même maréchal, etc.
il faut être adoubé. Il faut être adoubé, il faut être accepté par la troupe, il faut être accepté par les associations. C'est-à-dire que moi, si demain, je dis, bah, tiens, j'ai 20 000 euros, c'est à peu près le montant, hein, pour m'acheter une superbe et vraie tenue du maréchal Masséna, mais il faut que, premièrement, il n'y ait pas un autre maréchal Masséna sur le marché. Parce que quand je vais vouloir participer à des événements à Nice, par exemple, participer à la reconstitution de la bataille de Zurich, gagnée par Masséna en 1799, bah, s'il y a deux Massénas, forcément, les organisateurs ne vont pas vouloir. Donc, il faut qu'il y ait déjà qu'il y ait de la place. Alors là, j'en parle également dans l'ouvrage, le général Lassalle. Pour le général Lassalle, le jeune Picot, le Breton, que j'avais rencontré à Fontainebleau en 2017 de mémoire, est devenu le général Lassalle parce que il ne connaissait pas particulièrement le général Lassalle, mais il croise Franck Sanson, qui incarnait le reconstituteur de Napoléon à l'époque, avec son association État-major Empire 2004. Et comme il n'y a pas de général Lassalle, il est en amitié avec lui. Il a dit, tu sors le général Lassalle, tu vas rentrer dans l'association. Il a été adoubé en fait d'en haut. Mais si on veut être un général romain, par exemple, on rentre dans l'association, il faut que l'association accepte que l'on soit le général romain, il faut des connaissances, il faut du charisme pour diriger le groupe, pour diriger la bataille, pour être respecté par les autres. Donc ce n'est pas qu'une histoire de coup ou de volonté ou presque de savoir. Il faut un mélange de tout ça, il faut être apprécié. Alors ce qui se passe généralement, c'est l'évolution, on dira, c'est assez sympathique d'ailleurs, il y a une évolution dans la carrière. C'est-à-dire combien de fois j'ai rencontré un Romain qui, à l'origine, était un simple légionnaire et qui, au bout de 5-6 ans, a fini par devenir centurion. Et puis ensuite, ces dernières années, est même devenu tribun général. Bon, sachant qu'à l'époque, on ne passait pas de centurion à tribun. Hein, donc, puisqu'il fallait faire partie de la noblesse, le centurion ne faisait pas partie de la noblesse. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'il faut suivre ce qu'on appellerait un cursus. Et ce cursus se faisait justement sur le nombre d'années et le respect que l'on obtenait via l'expérience que l'on pouvait acquérir sur les champs de bataille, sur le nombre de pratiques que l'on exerçait, la régularité. C'est-à-dire que si, dans le cadre de l'association, on participe à 2 événements par an, il est évident que l'on n'évoluait pas, on n'était pas accepté pour évoluer, pour passer du jour au lendemain du grade de simple légionnaire à celui de tribun, de simple grognard, de simple soldat à celui de maréchal d'Empire. Donc il y a une évolution, il faut être accepté, il faut des connaissances, il faut un coût aussi, un financier, parce que la tenue donc d'un soldat de ligne ou celle d'un maréchal d'Empire ne représente pas le même montant. On est entre 2 000 et 20 000 euros. Voilà, entre 2 000 et 20 000 euros, c'est d'accord, oui, quand même. Entre 2 000 et 20 000 euros. Mais par exemple, M. Kern, si demain un jeune veut devenir reconstituteur dans les armées napoléoniennes, est-ce qu'il existe une base de données sur Internet pour savoir quels personnages sont pris ou quels personnages sont libres? Non ou... Alors, il y a une grande difficulté que j'évoquais hier justement aussi dans l'autre interview, c'est que déjà, il n'y a pas de fédération française de l'histoire vivante regroupant toutes les époques. Il y a eu des petites tentatives. On peut trouver un annuaire de la reconstitution historique sur Internet, sur lequel je me suis appuyé d'ailleurs, donc qui touche toutes les époques et qui concerne d'ailleurs pas seulement l'histoire vivante, mais aussi les arts martiaux historiques. Donc, on peut aller la constituer et essayer le plus que possible de recenser les associations. Sauf que pour avoir beaucoup travaillé sur cet annuaire de la reconstitution historique, eh bien, il y a des associations qui sont recensées, mais qui quelquefois n'existent plus. Vous voyez? Donc, toutes les associations ne sont pas recensées, certaines n'existent plus, donc il y a cette difficulté. Les tentatives de fédération pour fédérer toutes les époques ont rencontré de grandes difficultés parce que, tout simplement, un peu comme moi avec ma revue d'histoire vivante, je peux reprendre là ou pas? Allez-y. Alors, donc, effectivement, je parlais de Thomas Grobon. Thomas Grobon est intéressant. C'est un vigneron qui travaille dans le Vaucluse, passionné par la Première Guerre mondiale. Quand il est enfant, comme il me le racontait quand je l'ai interviewé, il allait régulièrement devant le monument aux morts de Vaison-la-Romaine, là où son aïeul apparaissait. Donc forcément, il s'est intéressé à la Grande Guerre sans faire des études d'histoire pour autant. Et il a monté une association qui s'appelle Poilus du Vaucluse. Ces dernières années, il a décidé lui-même, parce qu'il se posait cette question, mais il n'y a pas de carte de la reconstitution historique, là où justement les membres peuvent communiquer les uns avec les autres. Et il a mis en place sur Internet, on peut aller consulter, donc une carte où il répertorie, pas seulement en France, mais aussi en Europe, sur le site GoGoCarto,
que j'invite à aller consulter, cette carte de l'histoire vivante où on voit apparaître justement les différentes associations qui décident de s'inscrire, donc qui sont classées selon les signes par époque, l'Antiquité, et encore dans l'Antiquité, il y a une différence entre les Romains et les Grecs, donc où est située l'association. Quand on clique, on peut voir le nombre de personnes qu'il y a dans chaque association, et on peut voir aussi les différentes manifestations en France et en Europe selon les époques. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je vais à Gravelotte, je pouvais savoir qu'il y a un événement à Gravelotte ou pas, hein, sur la guerre de 1870, si l'association 1870 s'est identifiée sur sa carte. Donc lui, il manifeste une tentative justement de créer un petit peu, de répertorier toutes les associations d'histoire vivante pour savoir où elles se trouvent, ce qu'elles font, combien il y a de membres, et puis selon les époques, comme vous le dites, ainsi des jeunes, sachant que les jeunes sont de plus en plus nombreux à pratiquer de l'histoire vivante. En lisant votre livre, j'ai découvert donc de nombreux groupes, parce que vous allez à leur rencontre, vous les interrogez, vous les suivez, et vous avez établi un podium en termes de nombre d'associations, et j'ai été très étonné, favorablement, agréablement surpris, de savoir que la période qui regroupe le plus d'associations, c'est la période médiévale. Ensuite, c'est les Première et Deuxième Guerre mondiale. Et le top 3, c'est tout ce qui touche à l'époque napoléonienne. Vous qui avez écumé, qui avez rencontré plein de reconstituteurs et d'associations de reconstitution, comment expliquez-vous que ce soit la période médiévale qui fascine le plus? Parce qu'en termes d'associations, il y en a quand même beaucoup. Je dirais qu'il y a trois raisons, peut-être, pour y avoir beaucoup réfléchi. D'abord, dans le temps, la période est très vaste. C'est 1000 ans d'histoire, le Moyen Âge. Hein, on est de la fin du 5e à la fin du 15e siècle. L'histoire napoléonienne, on est à une quinzaine d'années. Les deux conflits mondiaux, pareil, hein, on est dans une période plus courte, même si intense. Donc la période très vaste qui donne la possibilité au groupe bien de faire à la fois du viking, du saxon, du viking, hein, si on est dans le haut Moyen Âge, du 10e, 13e siècle, l'époque féodale, les chevaliers, et puis la guerre de Cent Ans, 14e, 15e siècle. Donc on a véritablement ces trois types de groupes de reconstitution historique. La deuxième raison, c'est que dans ces groupes, on a majoritairement de l'évocation historique quand même. C'est-à-dire que durant l'été, quel village dans le sud de la France ou dans l'ouest ne va pas avoir à côté d'une église, à côté du reste d'un château, d'une motte féodale, et la France, justement, en possède énormément. Un petit festival, une petite fête médiévale, un petit marché donc de reconstitution historique, sans qu'on ait pour autant de grandes reconstitutions type Bouvines dans le nord de la France ou Castillon dans le sud-ouest ou Azincourt. Donc sans qu'on ait pour autant de grandes reconstitutions, de grands spectacles. Donc la France donne la possibilité, grâce à son architecture, son passé, justement de pouvoir reconstituer ce riche passé médiéval, la période, et puis l'autre raison, c'est que c'est assez simple, hein, surtout pour un évocateur, de se fabriquer un petit costume pour une fête médiévale. C'est plus compliqué pour un grognard, celui qui du jour au lendemain va devenir grognard de l'empereur, ou avoir une tenue de poilu, sauf que d'avoir une compagne particulièrement douée en couture, hein, pour lui fabriquer avec de la laine la tenue bleu horizon des poilus de la Grande Guerre. Donc voilà, c'est la facilité, la période, et puis le paysage, parce qu'ensuite, quand on s'attache justement aux autres périodes, la période napoléonienne, hein, les groupes vont se trouver plus particulièrement dans les lieux napoléoniens en France, la période antique, hein, surtout le sud de la France, la vallée du Rhône, les deux conflits mondiaux, première guerre plus particulièrement, sera dans le nord ou dans l'est, même si, pareil, si je reviens à l'époque médiévale, eh bien, nos Vikings, on les trouvera plus particulièrement en Normandie, c'est-à-dire dans le nord-ouest, dans le nord de la France, beaucoup moins en Alsace, par exemple. Alors que l'autre période médiévale, c'est-à-dire à partir du 10e jusqu'au 15e siècle, on verra des groupes installés un peu partout sur le territoire. Et on a à peu près 200 groupes pour la période médiévale, 100 groupes pour la Seconde Guerre, un peu moins pour la Première Guerre, et puis une soixantaine de groupes, associations pour la période napoléonienne. Très bien. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des batailles, la reconstitution de batailles, donc on ne peut pas aller à terme, bien évidemment, hein, ça reste quand même difficile pour une raison évidente. Mais
vous-même, vous avez participé à une reconstitution de bataille et vous dites dans votre livre que même si il n'y avait aucun risque de mourir, bien évidemment, mais vous dites qu'avant le choc frontal, il y a quand même une espèce d'adrénaline qui monte et vous vous rendez compte quand même du stress que peut occasionner un combat. Et après, vous dites de manière gentille et rigolote que vous en êtes sorti pour quelques séances d'ostéo et quelques bleus. Effectivement, et puis un mal à l'épaule qui a traîné durant pas mal d'années d'ailleurs, à force de porter le bouclier romain, le scutum, qui est très très lourd durant les exercices, parce que quand on fait une reconstitution de bataille, auparavant, bien entendu, la reconstitution se prépare, il y a des entraînements très lourds, surtout dans le cadre d'un spectacle, puisque là c'était le spectacle historique de la reconstitution dans les grands jeux romains d'une bataille contre les barbares. C'était donc en avril 2018. Effectivement, il y a une adrénaline, parce que quand on vous dit de se mettre en ligne sur plusieurs lignes d'ailleurs, derrière des boucliers, en attendant la charge des barbares dans les arènes, où là, les arènes de Nîmes sont remplies de 10, 12 000 personnes, et que forcément le speaker donc de parler, Éric Dard, donc de pousser donc justement de faire monter l'adrénaline de la bataille. Et que vous avez des barbares qui se jettent sur les boucliers, les pieds en avant. Moi je me suis retrouvé projeté en hauteur, un petit peu piétiné. Alors, on enlève les glaives en fer, on les remplace par des glaives en bois, bien entendu. Mais bon, il y a des coups quand même qui fusent. Voilà, mais on se fait un petit peu mal, mais ça participe un petit peu à la chose, à l'événement, au spectacle. Bien, merci. Alors, la reconstitution est quand même un milieu plutôt masculin, parce que vous dites qu'il y a quand même 70% d'hommes. Par contre, vous dites bien qu'il y a quand même des femmes, de plus en plus de femmes, parce qu'on va de plus en plus vers des costumes, vous dites, des civils. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a de plus en plus de femmes, au-delà de ce côté civil, mais est-ce que les femmes sont un peu moins, de prime abord, attirées par l'histoire, ou est-ce qu'il y a un regain de l'histoire chez la gente féminine, qu'on salue au passage? D'abord, c'est une excellente question. D'abord, à la base, reconstituer l'histoire. Majoritairement, moi, combien de fois, quand j'étais gosse, on me disait tu adores l'histoire, pourquoi tu aimes l'histoire, les batailles, Napoléon, etc. Voilà. Donc, pour les hommes qui aiment reconstituer l'histoire, ils veulent reconstituer des batailles. D'où le fait que c'est un univers majoritairement masculin, qui concerne des hommes qui ont 40, 50 ans, qui aimaient l'histoire, qui n'ont pas forcément pratiqué des études d'histoire. Ils aimaient l'histoire, ils aimaient jouer aux petits soldats quand ils étaient enfants, et puis voilà, à 30, 40 ans, ils croisent quelqu'un qui fait de la reconstitution, ils voient un spectacle et autres, et ils décident de rentrer dans l'association, et alors là, ils s'investissent de plus en plus, et ce qu'ils veulent, et d'ailleurs, c'est ce que vont chercher les gens dans les spectacles, dans les événements, durant les week-ends, c'est la reconstitution de bataille. Quand on va au Grand Jour romain de Nîmes, on attend la reconstitution de la bataille. Quand on va à Castillon, on peut montrer comment on vivait au Moyen-Âge en Aquitaine, mais on attend la reconstitution de la bataille de Castillon. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Pour autant, si c'est un univers majoritairement masculin, on voit de plus en plus de femmes nourrir les groupes de reconstitution historique. Mais ces femmes, sauf durant la période antique, où les Celtes, dans les Celtes, on comptait aussi des femmes qui combattaient chez les Vikings. C'est ce qui est intéressant aussi dans les nombreux groupes de Vikings en France, qui sont très importants. Eh bien, il suffit d'aller voir la série Vikings, on voit bien qu'il y a des femmes qui combattent également. Sinon, les femmes, elles suivent leur mari dans les bivouacs napoléoniens pour faire les vivandières, ou de plus en plus dans les bals pour danser. Et là, dès qu'on est dans les bals, un phénomène qui se développe énormément depuis les années 2000-2010, le nombre de groupes de danse, et ces groupes de danse, souvent, vont partir de la Renaissance pour aller jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, ces groupes donc, de danse qui deviennent de plus en plus importants, Carnet de bal à Paris, qui organise, c'est le grand groupe qui organise notamment les événements à Vichy de Napoléon III, Medievalis Regency, pareil, qui part de la Renaissance jusqu'au 19e siècle à Tarascon, le quadrille phocéen donc, de Cathy Rénal, qui incarne d'ailleurs elle-même l'impératrice Eugénie, ou Historia Tempori de mon ami Muriel Freud. Donc, sont des groupes où là, alors, on a autour de 20-30 adhérents, et à 80%, ce sont des femmes.
et on voit des femmes danser avec les femmes. Dès qu'il s'agit de danser, forcément, ce sont les femmes. Donc les femmes deviennent de plus en plus importantes, mais forcément, la volonté de rentrer dans le groupe, ce que le pratiquant va rechercher, eh bien, ce ne sera pas la même chose pour les hommes qui, eux, vont vouloir combattre. Donc, ce n'est pas forcément l'amour des armes, mais plutôt de l'uniforme, porter l'uniforme, la camaraderie, discuter dans le bivouac. Pour les femmes, c'est fabriquer son vêtement, c'est fabriquer sa robe et danser. Vous voyez, donc la robe, participer au bal, les hommes, on va trouver des hommes bien sûr hein, qui vont danser, qui vont très bien danser d'ailleurs, mais les hommes préfèrent aller défiler, préfèrent reconstituer des batailles, alors que dans ce groupe féminin, on verra plus les femmes dans les balles du 19e siècle, de l'époque napoléonienne jusqu'à la Belle Époque. Est-ce qu'il y a des groupes de danse pour les temps médiévaux? Pardon? Est-ce qu'il y a des groupes de danse pour les temps médiévaux? Pour l'époque médiévale. J'en ai vu notamment à Sully, mais très peu, très peu. Alors, j'en connais pas, hein, mais on va dire peut-être dans une même association. Alors, Sully, ce sont les grands rendez-vous. On n'est pas loin d'Orléans, les grands rendez-vous multi-époques, qui est également un phénomène qui se développe depuis les années 2000, où toutes les époques sont représentées. C'est un rendez-vous aussi donc, où les différentes époques et les différentes associations peuvent justement se montrer, essayer de recruter des adhérents et aussi vendre du matériel. Il y a tout un marché de l'histoire qui s'est développé. Christophe Darcher, il joue un rôle très important. Lui-même qui essaie de réunir toutes ces associations des différentes époques médiévale en particulier, dans les grands rendez-vous de Compiègne. Hein, j'invite d'ailleurs les gens d'aller au rendez-vous de Compiègne organisé par Christophe Darger. Et oui, alors à cette occasion, à Sully, j'ai vu donc une association de danse historique d'époque médiévale, mais les grands groupes touchent surtout le 19e siècle. Voilà. Vous avez parlé des batailles, vous avez répondu à ma question sur les femmes concernant leur activité dans les associations, en ce qui concerne les costumes, la nourriture, la danse. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, Monsieur Kearns, sur les batailles. Et je vais vous citer, parce que, encore une fois, ça me paraît important de rendre hommage à tous ces anonymes, amateurs et passionnés d'histoire, pour permettre au public de se rendre compte, parce que je pense que beaucoup ne se rendent pas compte du travail que c'est. Et vous nous dites, donc dans votre livre, vous avez un chapitre, La bataille napoléonienne fait rêver le public, et vous dites, s'il est impossible de reconstituer une bataille, l'histoire vivante napoléonienne est reconnue pour être celle qui s'approche le plus de l'ambiance des batailles d'autrefois. Les marches en ligne ou en colonne, son du canon, des tambours et des fifres, la fumée et le bruit de l'artillerie, la formation en carré comme à Waterloo chaque année en juin pour les dates anniversaires, replonge le reconstituteur et le public dans le contexte des guerres napoléoniennes. Et là, c'est là où c'est un moment, j'aimerais avoir votre avis, que vous développez cet aspect. Vous dites, le jour J, le soldat, entre guillemets, doit maîtriser un certain nombre de gestes et de codes pour être efficace. Savoir marcher au pas, savoir charger et tirer avec son fusil et le nettoyer. Des notions de base sont enseignées, à l'image de l'importance de la posture du soldat, qui diffère grandement de ce que nous pourrions penser en nous référant aux guerres contemporaines. Pour ce qui est de la posture physique, le pratiquant doit demeurer droit et bien visible sur le champ de bataille, etc. Donc, en fait, on voit que c'est quand même très, très exigeant. Absolument, parce que, par exemple, si vous assistez à des reconstitutions, moi, régulièrement, je vais à la reconstitution de la bataille des Ardennes, donc Seconde Guerre mondiale, hein, on est en décembre 1945, reconstitué. À partir du moment où l'artillerie a fait des dégâts, les mitrailleuses et autres, il ne s'agissait plus de marcher en ligne pour aller à l'ennemi, on va dire à partir du milieu du 19e siècle. Après, forcément, les soldats vont avancer en se cachant derrière ce qui pourra les abriter le plus que possible. Durant les périodes napoléoniennes, donc forcément, ce qui plaît au public, c'est de voir tous ces soldats marcher en ligne, et ça s'apprend de marcher en ligne. Donc, on doit apprendre aussi de charger son fusil, tirer au fusil. Et d'ailleurs, non seulement les pratiquants soldats doivent l'apprendre, mais en plus, ils se font un plaisir dans le bivouac, après la bataille ou avant la reconstitution de la bataille, de l'enseigner au public, de montrer au public. Et le public est friand d'entendre ce bruit du canon. Il est beaucoup plus compliqué quand on fait une reconstitution de la bataille des Ardennes ou du débarquement en Normandie, comme cela a lieu quasiment chaque année en mai, juin. Eh bien, il est beaucoup plus difficile, début juin, il est beaucoup plus difficile de faire défiler une vingtaine de chars sur les plages en Normandie.
Donc, il peut y avoir 1 ou 2 chars maximum qui vont avancer tout doucement. On ne va pas faire tirer des chars en reconstitution. Des canons type napoléonien, même s'il n'y a pas d'obus, il y a juste de la poudre, forcément, le bruit, la détonation du bruit, forcément, va créer un sentiment. Alors, imaginez quand vous avez une vingtaine de canons à l'époque napoléonienne, avec toute la fumée qui va faire, d'ailleurs, je me souviens, dans une reconstitution à la bataille de Waterloo, il y avait tellement de fumée qu'on ne voyait plus les soldats. Ce qui permettait justement d'expliquer au public qu'à l'époque, justement, cette fumée empêchait donc de voir les soldats, et les soldats eux-mêmes, pour s'identifier, devaient porter des costumes très colorés pour ne pas se tirer dessus les uns les autres, qui identifiaient le soldat français du soldat prussien, donc en noir du soldat russe qui était plutôt en vert, ou du soldat autrichien en blanc. Vous voyez, donc toutes ces couleurs flamboyantes qui vont coûter cher d'ailleurs aux soldats français de la Grande Guerre en 1914. Donc voilà, donc ces reconstitutions nécessitent justement d'apprendre beaucoup de choses, d'être beaucoup plus rigoureux. Faire de la reconstitution napoléonienne est quelque chose de très compliqué. Qui nécessite un véritable engagement au quotidien. On ne peut pas dire, ben, tiens, on a la reconstitution de la bataille de Montereau, ben, on va aller en février comme ça, la fleur au fusil. Non, il va y avoir des entraînements, des marches, on va tirer tous en ligne, on va recharger le plus vite que possible, etc., etc. C'est un gros travail en amont avant d'assister à la reconstitution. Mais pour les Romains, c'est pareil. Former une tortue ne s'improvise pas. C'est beaucoup de travail de reconstitution. Pour le spectacle de Nîmes des Grands Jeux romains, j'ai dû assister à 8-10 samedis, durant 10 samedis mobilisés pour reconstituer justement les marches, la mise en pratique de la tortue, comment encaisser les barbares qui allaient nous foncer dessus, etc., etc. C'est un gros travail. Un petit peu comme une équipe de football ou autre va s'entraîner avant le match décisif. On répète les gammes avant le jour J. Par souci d'honnêteté intellectuelle, vous l'évoquez dans votre livre et je l'évoque également, il y a un reproche qui peut être fait aux reconstituteurs de l'époque napoléonienne. Vous dites, on peut entendre lors des reconstitutions napoléoniennes, vous dites, il est fréquent d'entendre les soldats crier « Vive l'empereur ». C'est d'ailleurs un reproche que certains observateurs émettent sur les pratiquants de la période napoléonienne, leur manque d'objectivité. L'histoire vivante peut devenir un vecteur de la légende napoléonienne dans ce cas-là. Alors, où est la limite en fait ? Alors, c'est typique effectivement à l'époque napoléonienne, puisqu'on entendra rarement dans des spectacles romains des Vive l'empereur, même si ça peut paraître une fois, mais sortis ensuite des arènes, les légionnaires ne vont pas systématiquement crier Vive l'empereur. Pareil, on entendra rarement les poilus de la Marne et autres groupes de la Première Guerre mondiale crier systématiquement Vive la République. C'est propre à l'époque napoléonienne. Ça ne veut pas dire pour autant que ces pratiquants rêvent du retour de l'Empire d'un Napoléon IV, par exemple, en France, pas du tout. Mais il y a cet amour, l'histoire napoléonienne s'identifie à Napoléon. Il y a un amour véridique, et c'est là aussi, tout à l'heure on parlait des femmes, on comparait les femmes, les hommes, ces femmes qui vont faire, femmes en général, qui vont faire du Premier Empire, que ce soit dans les bivouacs ou dans les bals, n'auront pas à cœur de crier systématiquement « Vive l'empereur ». Pour les hommes, oui, il y a cet attachement à Napoléon véritablement. Moi, combien de femmes m'ont dit ben, « moi j'aime la période, j'aime les tenues d'époque, j'aime cette ambiance », mais il n'y a pas un attachement particulier à Napoléon. Attention, certaines, oui. Mais pour les hommes, à 90%, presque 98, il y a cet attachement, cette admiration pour le personnage, et à un moment ou à un autre dans le bivouac, durant la bataille, gagnée ou perdue, les Vive l'empereur vont fuser, mais il n'y a pas de connotation politique. Cette connotation politique, si on prend la période de Napoléon, on la trouverait peut-être dans d'autres pays comme en Russie. La reconstitution de la bataille de Borodino en 2012 avait une connotation politique de la part du dirigeant de l'époque. Donc de montrer que les soldats russes avaient résisté à l'envahisseur. J'ai appris quelque chose dans votre ouvrage d'assez intéressant et intriguant. C'est en page 196, donc je vous cite. Donc, c'est pendant la Première Guerre mondiale, donc on parle toujours de Noël 1917, c'est fraternisation. Mais là, vous dites, le 22 octobre 1915, pour le 500e anniversaire en plein conflit mondial, les chasseurs à pied français qui cantonnent à Traquemecourt, sur le lieu même de la bataille d'Azincourt, invitent leurs voisins britanniques à rejoindre l'épisode de la bataille. Et vous poursuivez, monsieur Kern,
25 octobre 415 et 25 octobre 1915, au cœur des champs de bataille de l'Artois, les deux armées ennemies, il y a 500 ans, sont devenues alliées et fraternisent dans le cadre d'une évocation historique de la bataille d'Azincourt, alors que des combats de la Grande Guerre se poursuivent sur le reste du territoire contre l'armée allemande de Guillaume II. Et puis après, vous citez très longuement un officier français, chasseur à pied, qui raconte cette reconstitution franco-britannique, et vous le dites vous-même, qui est particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cette reconstitution historique? J'ai trouvé effectivement ce développement, cette vocation dans la presse d'époque qui avait relaté cet événement de fraternisation, de cette volonté de vous savez, dans l'histoire militaire, souvent on renvoie au passé. Donc, avec la guerre en Ukraine, on voit que systématiquement on fait des retours dans l'histoire, dans le passé, au moment où l'Ukraine était indépendante et autres. Et là, mais voilà, il y a un renvoi systématiquement à l'histoire et au passé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à un moment où Français et Anglais sont dans le même camp, combattent un ennemi commun, l'Allemand à ce moment-là, eh bien, ils renvoient à cet endroit-là dans un passé où, eh bien, le 1415, où là, les deux participants, finalement, les deux alliés du moment en 1915, étaient des ennemis. Donc, où la chevalerie française avait été fauchée à Azincourt pour reconstituer un événement de leur histoire, peut-être pour montrer que les deux nations appartenaient à de vieilles nations, avaient une histoire enracinée dans le passé, à un moment où, au début du XVe siècle, il n'y avait pas d'Allemagne, par exemple, alors qu'il y a un royaume d'Angleterre et un royaume de France. Donc, ce sont de vieilles nations qui ont eu des moments difficiles l'une avec l'autre, et là se retrouvent ensemble pour lutter contre l'ennemi commun du moment, l'Allemagne. Est-ce que, à terme, une des évolutions de la reconstitution, ça pourrait être de venir en appui de films historiques? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Par exemple, si vous connaissez peut-être la série Nord et Sud des années 1980, et quand vous regardez le making-of à la fin, eh bien, vous entendez les acteurs de la série raconter que dans la saison 2, qui tournait essentiellement sur la guerre de sécession, bien, le producteur avait fait appel à des groupes de reconstitution historique. Il en existe énormément. Il y a 50 000 pratiquants aux États-Unis de reconstitution historique, majoritairement sur la guerre de sécession, la Grande Guerre américaine, et que quand l'action a été lancée pour reconstituer une bataille Gettysburg, eh bien, vous savez comment ça se passe dans un film, on n'est pas acteurs tous les deux, en tout cas pas moi, mais au bout de 2 minutes, on arrête le tournage. Eh bien, les reconstituteurs, eux, continuaient de reconstituer, de faire leur bataille, et ça pouvait durer 15, 20, 30 minutes. Donc, ils sont appelés systématiquement pour participer à des émissions. On pense aux émissions de Tinière, de Serge Tinière, qui reconstitue des batailles des émissions qui portent sur les batailles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et qui systématiquement fait appel à des groupes de reconstitution historique et les films également. Les films sur le Premier Empire ou les deux guerres mondiales, de nos jours, systématiquement, on pense à C'est pas sorcier. C'est pas sorcier qui avait fait un spécial Première Guerre mondiale et qui avait fait appel au groupe Poilu de la Marne, justement, pour animer l'émission. Donc oui, ces groupes de reconstitution historique, systématiquement, interviennent dans des films, des fictions historiques, des documentaires, de même qu'on les voit de plus en plus participer aux commémorations, grandes commémorations, notamment du 11 novembre. À vous écouter et à lire votre livre, on comprend que la reconstitution, c'est un domaine très riche, parce que ça va du bivouac, les champs de bataille divers et variés, de l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les tenues, les costumes, apprendre à danser, parfois dans un village, on voit comment les gens y vivaient à l'époque. Et votre préfacier, donc Jean Tullard, il pose une question que je trouve intéressante. Et avant de poser la question, il explique quelque chose d'important. Il dit: le reconstituteur est avant tout un passionné et sa passion mérite respect et souvent admiration. Émile Kern, lui-même agrégé docteur en histoire, s'est penché sur ce phénomène avec une rigueur qui n'exclut pas l'empathie et va jusqu'au plaidoyer. Et là, c'est la question que je vous pose. Donc, c'est Tullard qui la pose, mais je me fais le relais. Pourquoi les reconstituteurs n'obtiendraient-ils pas la reconnaissance des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale? Alors, un moment entre 2014 et 2018, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale,
le service historique de l'armée, justement, avait proposé ce label de la défense. Donc, pour obtenir ce label de l'armée française, eh bien, il fallait montrer de la rigueur historique dans la tenue, dans la participation du groupe, un label qui était donné donc à des groupes Première Guerre mondiale majoritairement, mais aussi napoléoniens. Jean-Gérald Larsin, par exemple, dans son rôle de Napoléon, qu'il continue d'incarner d'ailleurs brillamment, lui-même avait obtenu ce label en 2015, me semble-t-il, un label qui était donné pour 3 ans. Alors, l'intérêt de ce label, c'est qu'ensuite, quand on se proposait pour participer à un événement où il pouvait y avoir des rémunérations individuellement ou pour le groupe. Forcément, quand on a un label du service des armées françaises, forcément, service historique de l'armée française, forcément, du musée de l'armée, cela a apporté énormément. Mais il est évident que si l'histoire vivante était prise au sérieux par les historiens d'abord, parce que les historiens se méfient, et ça je le dis en conclusion, se méfient beaucoup de ces gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui veulent refaire l'histoire et qui quelquefois veulent refaire, comme vous disiez tout à l'heure, mettre en avant la petite histoire au détriment de la grande histoire ou de la vérité historique. Donc les historiens s'en méfient. Les musées se méfient énormément aussi de ces pratiquants. Donc, on pense à Versailles, bien entendu, qui, sauf en automne, en 2021, a fait un événement dans le cadre du bicentenaire de Napoléon. Mais sinon, Versailles n'utilise pas les pratiquants de l'histoire vivante parce que, comme me le disaient des guides du château de Versailles, à qui j'ai souvent posé la question, pour Versailles, les gens qui viennent à Versailles doivent venir pour le musée, pas pour des pratiquants de l'histoire vivante. Donc, c'est le musée il ne s'agit pas de voler la vedette au musée, en quelque sorte. Donc, l'éducation nationale, qui ne les utilise pas, quelques écoles primaires, et c'est bien dommage, font venir des soldats. Je pense à Quentin Lefebvre, par exemple, qui fait un travail formidable. C'est un jeune de 28 ans qui, dans le sud de la France, avec sa tenue de Grande Guerre, mais aussi de légionnaire romain, parcourt les différentes écoles et on imagine les yeux un petit peu des enfants du CP jusqu'au CM2 de voir arriver un légionnaire ou un poilu de la Marne qui va leur présenter leur matériel, leur parler, donc leur faire toucher des objets de la guerre. Ça change un petit peu des petites vidéos qu'on peut leur montrer ou des cartes ou des textes qu'on peut leur faire lire. Les uns n'excluant pas les autres pour autant, mais c'est sûr que pour l'instant, l'histoire vivante n'a pas le soutien ni du ministère de la Culture ni du ministère de l'Éducation nationale. À noter également en juillet 2014, pour lancer les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, le 14 juillet, après le défilé sur les Champs-Élysées, il y avait un bivouac, un camp qui était installé au Jardin des Tuileries, où justement il y avait différents groupes de la Grande Guerre, Mémoire de Poilus, les Poilus de la Marne, Nazapat d'ailleurs, un groupe qui reconstituait l'armée russe durant la Première Guerre, et François Hollande, le président François Hollande, était allé visiter, s'était présenté devant ces différents groupes, avait regardé un petit peu le travail des uns et des autres, et on imagine les différents ministres étaient venus avec lui. Mais pour l'instant, voilà, c'est la construction, c'est un petit peu ce qu'attendent les pratiquants de l'histoire vivante, un peu plus de reconnaissance qu'ils commencent à avoir de la part du public, qu'ils commencent à avoir de la part des musées et qu'ils attendent maintenant de la part des institutions. C'est ce que dit effectivement notre maître Jean Tullard, l'immense Jean Tullard, qui m'a fait le plaisir de préfacer cet ouvrage. Je crois que c'est le plus bel hommage que l'on pouvait rendre aux pratiquants de l'histoire vivante que d'avoir, et napoléonien en particulier, que d'avoir cette préface de Jean Tullard. Petite parenthèse, peut-être que cette reconnaissance étatique pourrait venir si justement les reconstituteurs, on en parlait tout à l'heure, M. Kern, s'organisent pour être efficaces dans leurs revendications. Là, ils sont tous éparpillés. Donc, s'il y avait une plateforme commune ou une association, comme pour une fédération Absolument. pour le tennis, le karaté ou la chasse Absolument. ou autre, vous voyez? Absolument, absolument. Voilà ce qui manque, c'est une fédération. Il y a des tentatives de fédération. Par exemple, depuis 2007, il existe une charte de l'histoire vivante qui concerne uniquement le monde napoléonien.
Donc, je vous l'ai dit, il y a 60 groupes. Donc, cette charte de l'histoire vivante, on peut la consulter en ligne, où justement, il est dit, hein, les associations doivent la signer et donc s'engager à respecter, c'est-à-dire la rigueur dans la tenue époque, dans le langage qui va être utilisé, la manière de pratiquer devant le public. On s'engage aussi à faire preuve de pédagogie vis-à-vis des jeunes et des gens en particulier pour leur expliquer l'époque napoléonienne, etc., etc. À noter que cette charte de l'histoire vivante, sur une soixantaine de groupes napoléoniens, seuls 26 groupes l'ont signée. Vous voyez, donc même tous les groupes napoléoniens ne la signent pas. Comment voulez-vous qu'on réussisse à trouver comme ça une fédération de l'histoire vivante qui regroupe toutes les époques? Oui. Mais effectivement, c'est un des grands défis, c'est peut-être le premier défi à lancer avant d'obtenir l'aval, la reconnaissance des institutions politiques nationales, que ce soit l'éducation nationale ou le ministère de la Culture. Et donc, j'ai deux dernières questions, Monsieur Kern, pour clôturer cet entretien passionnant. Quel est le groupe de reconstitution qui vous a le plus marqué? Et s'il y avait un lieu que vous conseillerez aux plus jeunes, parce que mes vidéos sont beaucoup regardées, notamment par les plus jeunes, quel est le lieu qui vous a vraiment marqué en termes de reconstitution? Donc, voilà, le groupe et le lieu. Qu'est-ce que vous nous direz? Alors, le lieu, c'est Waterloo. Je crois qu'on ne se lasse pas d'aller à Waterloo. Quand on est amoureux de l'histoire, même si l'histoire napoléonienne, j'ai pratiqué beaucoup de lieux, il y en a deux qui me marquent toujours particulièrement, c'est Verdun et Waterloo, parce que quand on rentre à Verdun, encore plus si on y va durant l'automne, on est plongé dans la Première Guerre. Et effectivement, quand on voit ces groupes de la Grande Guerre défiler avec beaucoup d'émotion, parce que beaucoup de dire aussi que ces reconstitutions de bataille, on a effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure, ça fait renaître un certain nationalisme, surtout dans le contexte où nous traversons en ce moment, le retour de la guerre en Europe. Pas du tout. Ces reconstituteurs ont à cœur systématiquement de fraterniser entre eux. Il y a ces moments d'émotion, plus particulièrement durant le cadre du centenaire, quand on allait à Verdun en 2016 ou 2018, on rencontre peu de photos où sur les bivouacs, les Allemands ne sont pas avec les Français, systématiquement. On est là pour reconstituer des pages de l'histoire, plus ou moins glorieuses, et puis systématiquement, à la fin de ces reconstitutions, le speaker donc intervient toujours pour demander la minute de silence en hommage aux disparus, et de rappeler, je me rappelle de ce moment d'émotion en octobre 2013 à la reconstitution de la bataille de Leipzig en Saxe, où voilà, il y avait eu là plus d'une minute, un grand moment d'émotion, les cloches qui avaient sonné en hommage à tous les disparus, à toutes ces guerres entre la France, la Prusse de l'époque, l'Europe, voilà. Mais que pour autant, il ne fallait pas oublier le passé, il fallait continuer d'honorer pour empêcher les frustrations. Donc, il ne faut pas tourner le dos aux grandes pages ou aux pages plus difficiles de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe. Sinon, on a des frustrations qui rejaillissent. Alors, je dirais Waterloo, un groupe en particulier, je dirais l'Orica Romana, forcément de Coms, dans le Gard, c'est-à-dire l'association romaine où j'ai pratiqué durant un peu plus d'un an avec Éric Tessier, avec Daniel Strabo, hein, donc, qui était le président, qui est toujours le président, quand j'aime beaucoup. Donc, où il y avait véritablement une fraternisation, être dans le camp romain, ensuite défiler, pratiquer ensemble, les moments vécus dans les arènes. Donc, c'est l'époque romaine avec Coms dans le Gard, hein, qui forcément fait partie de mes bons souvenirs. Mais le lieu, pour moi, c'est Waterloo, incontestablement. Eh bien, écoutez, Milkern, cet entretien touche à sa fin, donc merci beaucoup. Ils rendent l'histoire vivante de l'Antiquité à nos jours, préface de Jean Tullard aux éditions Soteca. Lisez-le, vous ne le regretterez pas. Monsieur Kern, merci beaucoup d'avoir participé à mon entretien. Juste un dernier mot de la fin pour dire que le 25-26 septembre prochain, il y a des reconstitutions napoléoniennes à Malmaison, ruelle Malmaison, où je serai présent d'ailleurs, hein, avec mes complices Vincent Rollin ou David Chantran, hein, qui dirigent les éditions Soteca. Et donc là, n'hésitez pas à venir à ces reconstitutions napoléoniennes le week-end du 25-26 septembre. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée. Monsieur Kern, merci beaucoup. Merci, au revoir.